Bonjour à tous, donc on est là pour la dernière partie sur que j'appelais la fin avec un point d'interrogation sur les ducs Valois de Bourgogne. Donc je me rappelle, on s'était arrêté sur le Charles VII qui était devenu roi de France, qui s'était réconcilié avec avec Philippe le Bon, qui avait fait la paix avec l'Angleterre, enfin une trêve des trêves de plus en plus longues avec l'Angleterre, et qui s'était fâché avec son fils Louis XI qui était élevé en Bourgogne. Donc, on va passer à la suite. Ce qui va se passer, c'est que le Charles VII meurt en 1461 et son fils Louis devient Louis XI de France. Surnommé après, on va avoir un surnom, c'est l'universel Aragne. Ça donne envie. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va avoir aussi un premier problème, donc c'est avec Philippe le Bon, qui est considéré comme sénile à la fin de sa vie par son fils, qui va donner ce qu'on appelle les villes de la Somme. Alors, c'est quoi les villes de la Somme? Les villes de la Somme, comme son nom l'indique, c'est des villes qui sont proches de la rivière qu'on appelle la Somme. Ouais, je vérifiais si je disais pas de bêtises sur le nom de la rivière. On sait jamais. Ces villes-là, en fait, elles sont assez importantes parce que traverser une rivière, c'est compliqué. Promenez-vous en campagne et dites-vous, à chaque fois que vous croisez une rivière qui fait plus d'un mètre de large, comment on fait pour passer avec des chevaux. Et quand vous avez des fleuves, comme ou des grosses rivières comme la Somme, comment vous faites pour faire passer une armée? Vous êtes obligé de passer par des ponts qui sont déjà existants. Surtout si vous avez de la cavalerie. Et aussi, il y a tout le ravitaillement et tout ça. C'est pas possible de faire traverser une charrette avec du ravitaillement. D'eau directement dans l'eau. Donc, les villes sont importantes. C'est souvent dans les villes qu'on trouve les ponts. Et quand on a des villes comme Piquigny, là, justement, qui est de l'autre côté de la Somme, et ben c'est une plateforme qui empêche, les, euh, par exemple l'armée française d'envahir les États bourguignons. Et Philippe le Bon va donner les États, ces villes-là, au roi de France. Ah, j'ai changé. Et ça, c'est une erreur stratégique immense. Déjà, ça va être... Euh, on va se retrouver donc avec par la suite avec Charles Téméraire qui devient duc de Bourgogne. Alors là, c'était quand il était comte du Charolais, donc il n'était pas encore duc, mais je trouvais cette représentation sur bois absolument magnifique de son blason, donc j'ai mis. Il a le même blason que son père quand il devient duc. On rajoute pas d'autres choses. Et donc, il va faire plusieurs choses qui vont plus ou moins échouer. Premièrement, il va faire une tentative de rénovation de l'hôtel du duc. Alors, faut pas imaginer un bâtiment qu'on rénove, on met un peu de parpaing, là ça tombe. Non, quand je dis l'hôtel du duc, c'est le personnel et les gens qui vont aller voir dans sa cour, qui vont discuter avec eux. Il va faire, par exemple, il va virer les femmes de l'hôtel du duc. Ça, c'est un truc un peu bizarre encore à l'époque. Et il va faire quelque chose qu'on retrouve dans la série Camelot et c'est à peu près sur le même type et aussi bien accepté. Il va dire aux gens, vous êtes obligés d'être en armure à la messe. Vous êtes obligés d'écouter pendant la messe. Ça fait bizarre de dire d'écouter pendant la messe. Ah oui, ils n'écoutaient pas forcément, ils discutaient avec les ambassadeurs ou ce genre de choses. Ils sont obligés d'être en armure. Et 2 ou 3 fois par semaine, ils sont obligés pendant plusieurs heures d'écouter les plaintes des personnes qui viennent se plaindre directement en armure. Et c'est assez rigolo parce qu'on retrouve cette plainte et cet ennui mortel que ça procure dans la série Camelot justement, hein, avec les cérémonies de la table ronde ou les paysans qui viennent se plaindre. Je trouve ça assez bien représenté pour le coup. Et il y a d'autres choses, hein. Il y a aussi la hiérarchie qui va être changée. Avec les pièces en enfilade, plus on se rapproche de là où est le duc, plus on est proche du duc, sa famille, ses proches, voilà. Il y a quelque chose de prestige par la géographie. Euh, et il va faire quelque chose qui va être adopté par la suite, mais à ce moment-là est nouveau et mal accepté. C'est au niveau de l'armée. Pas le droit de piller. Alors déjà, ça ennuie une partie notamment des mercenaires de pouvoir piller parce qu'ils sont consentés de la solde. Et surtout, il y a une surveillance, c'est-à-dire que il y a une espèce de chef par chambrée. Et ce chef doit dire si les personnes sont arrivées en retard, sont pas venues, n'ont pas le bon équipement, etc. Et du coup, il y a un flicage. Ça va être assez mal accepté. Ensuite, on a une envie. On a une envie de Charles le Téméraire. Il a envie d'avoir une couronne de roi. Alors, faut pas voir là-dedans une volonté de créer un état de la Bourgogne jusqu'en Flandre, parce que la Bourgogne reste en Bourgogne, la Flandre reste en Flandre, mais avoir une couronne pas forcément avec un véritable territoire, hein, parce que tous ses cousins sont rois de quelque chose.
Jean, c'est Berry, Touraine et... Eh ben j'ai perdu leur nom. Troisième frère c'est à Touraine. Eh ben j'ai perdu. On en a un par exemple qui est de cousin du roi qui est roi de Sicile. On a un roi de Navarre. Alors le roi de Sicile n'a jamais foutu les pieds en Sicile. On a Navarre, c'est un peu pourri. On a carrément un roi de Chypre. C'est limite, ils ont pas de territoire. Il y a même des rois de Jérusalem qui se trimballent à droite à gauche alors qu'ils ont plus de territoire, mais c'est pas grave. Anjou, voilà, je ne retrouvais plus le roi de Sicile, c'est le duc, c'est la famille d'Anjou, qui a aussi l'armoirie de Jérusalem sur leur blason. Bref, qu'est-ce qui se passe? Il veut être roi. Quel choix il a? Alors, on ne peut pas créer de couronne. Il n'y a que le pape qui peut créer une couronne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de trouver une couronne là où il y en avait. Première tentative, il va essayer de se rapprocher du roi, de l'empereur. Et l'empereur, donc un Habsbourg, va lui dire ok, je te nommerai roi des Romains. Roi des Romains, c'est quoi? C'est en gros le successeur de l'empereur. Normalement, l'empereur est élu, mais il peut quasiment avoir un successeur de son vivant. Et roi des Romains, c'est aussi le titre que tu portes, enfin que la personne porte avant d'être sacré empereur par le pape. Voilà. Sauf que l'empereur se barre pendant la nuit. Donc il va essayer de le rattraper, sauf qu'il peut pas l'arrêter, c'est l'empereur. Donc déjà ça échoue. Ensuite il y a un territoire, donc avec le Brabant, il devient duc de Lotharingie. La Lotharingie, c'est avec le Limbourg, le fameux truc du Limbourg. Ça n'existe plus la Lotharingie, c'est un vieux royaume qui a été fait avec le traité de Vienne au 9e siècle, avec les fils de Charlemagne, enfin les descendants de Charlemagne qui sont répartis l'Empire en trois. Ça n'existe plus, mais il y a une couronne à prendre. Sauf que ça n'a pas marché. Il y a un troisième endroit, c'est la Bourgogne. Parce que quand justement, au même traité, quand le territoire sont séparés, on a 3 Bourgognes qui sont créées. Le du futur duché de Bourgogne, en France, enfin qui va être dans la France, encore la France occidentale. Le comté de Bourgogne qui est dans la Lotharingie. Et le royaume de Bourgogne, qui s'appelle aussi le royaume d'Arles, donc qui va du sud de la Bourgogne actuelle jusqu'à la mer Méditerranée, donc à Sacré-Mou. Il y a une couronne à prendre, donc il va il va venir en Bourgogne, il va leur dire aux notables bourguignons, si jamais je décide de devenir roi de Bourgogne, est-ce que vous me suivez? Et les personnes vont lui répondre non. Donc il n'y arrive pas, donc encore un échec. Et ensuite on a un dernier échec, c'est un échec avec les Suisses. Les Suisses c'est quoi à ce moment-là? Les Suisses c'est des bouseux. Hein. C'est des peuples assez pauvres, il y a des villes un peu importantes, genre Berne, hein. On voit le blason à gauche là avec l'ours. Mais c'est pas non plus des gens très riches. Pas de cavalerie, c'est plutôt de la piétaille. Et il se dit, je vais leur péter les genoux. En 2 semaines, c'est fait. Parce que il y va. Sauf que la bataille de Granson en 1476, 2 mars, c'est un quasi-échec. Il finit par prendre la place de Granson. Et ensuite, on a la bataille de Morat. Morat, 22 juin, donc c'est la même année, qui est un petit peu plus comique. Donc là, il y a 2 représentations des batailles par des Suisses. Qui est un petit peu plus comique sur le fond, c'est que il va faire une stratégie à la turque ou à la romaine. C'est-à-dire qu'il va foncer contre les lignes, il va faire semblant de fuir, pour après réattaquer des lignes qui ont essayé qui l'auront couru après de façon désorganisée. Ça marche très bien. Sauf que les soldats vont pas comprendre, et vont fuir tellement loin, qu'ils vont même abandonner la forteresse de Granson. Il va perdre des canons, ça va être une catastrophe. C'est pas le seul échec militaire qu'il va avoir, hein, notamment il va avoir un accord avec le roi d'Angleterre, il va essayer de reprendre la France, donc relancer la guerre de 100 ans, hein, qui est pas vraiment arrêtée à ce moment-là, on le rappelle. Et ils se disent, on a 1 an pour le faire, donc il va essayer de prendre Liège entre-temps, donc la principauté ecclésiastique, et il va essayer de prendre une ville juste avant Liège, une ville tellement pourrie que j'ai perdu le nom, justement pour avoir une arrière-base, et ça va lui prendre beaucoup plus d'1 an. Il a pas de bol, il a pas de bol. En plus, sa réforme de l'armée, justement, avec le flicage permanent, ça donne des choses sympas de personnes qui n'osent pas dire les chiffres réels de l'armée, donc on sait pas trop exactement combien il avait d'hommes. Et la fin, ça va se faire au niveau de la Lorraine. Donc la Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Elle a été... donc je vais revenir sur la carte. La Lorraine, donc ici, les Lorrains, ils ont encore un ressentiment contre les Bourguignons pour ça. Elle est tenue par un certain René II de Lorraine,
qui va se faire virer et que le duc de Bourgogne va réussir à envahir va annexer en 475 les occupations donc, de ce reduc de Lorraine, donc le duché de Bar et le duché de Lorraine, avec tout ce qui va avec. Et il va prendre Nancy. Et à Nancy, il va mettre une garnison. Sauf que ce qui se passe en 1477, il y a René qui revient avec des Suisses et d'autres personnes faire le siège devant Nancy. Et comment ça se fait un siège à l'époque? C'est-à-dire qu'on négocie, il y a une négociation en 3 temps. Hein, donc premier truc, on arrive devant, on pose l'armée, on leur dit vous tenez combien de temps? Ils vont dire je vois avec mon duc, mon comte ou quelqu'un qui peut venir me sauver. Il dit par exemple tenez 2 semaines, j'arrive. Donc ils vont dire on tient 2 semaines. Et si à bout de 2 semaines le siège il tient toujours devant, ils sont obligés de se rendre normalement. Pas toujours, mais en gros c'est ça la négociation. Sauf que là, dans ce cas-là, Charles le Téméraire il dit bougez pas, j'arrive. Déjà, ils sont pas très confiants vis-à-vis de toutes les branlées qui s'est pris juste avant. Mais en plus, ces pauvres bourguignons qui sont à Nancy, qu'est-ce qui se passe? Ils ont en face des Lorrains et des Suisses, derrière la muraille. Et à l'intérieur des murailles, ils ont aussi des Lorrains qui ont tendance à être plutôt du côté de René II de Lorraine. Donc, ils laissent tomber la ville. Et il va y avoir une bataille avec Charles qui arrive, Charles le Téméraire, où justement il va se faire tuer par les Suisses en 1477. Alors on raconte qu'il est retrouvé nu à moitié avec une partie du corps dévoré, mais pas si esquinté que ça. Et il va d'abord être enterré à Nancy justement. Et qu'est-ce qui se passe après? On va avoir une dislocation qui va se faire, donc qui avait déjà commencé sous Charles le Téméraire. Et justement je vais raconter un petit peu les différentes étapes en revenant un petit peu en arrière. Donc là il faut que je retourne sur l'image. Voilà. Donc ça c'est toujours le recueil d'Arras. Donc avec la réforme, déjà, c'est pas tout à fait des copains. Et ensuite, il est beaucoup plus sec que son père, son grand-père, ce genre de choses. C'est-à-dire que par exemple, dans l'ordre de la Toison d'Or, on doit faire son autocritique. Et lui, considère que comme il est prince, il n'a pas à faire son autocritique. Et ça, c'est quelque chose de profondément moderne. Parce que normalement, les chevaliers, dans des ordres, ils sont égaux entre eux. Et il considère aussi que comme il est prince, il a raison. Il faut l'aimer parce qu'il est prince. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement moderne. Et qui pose beaucoup de problèmes à l'époque. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui vont passer du côté du roi de France. Donc là, je vous prends deux exemples. Donc on a d'abord à gauche Philippe de Comines. Donc Philippe de Comines, c'est on va dire entre guillemets, le traître par excellence. C'est l'archétype du traître. En gros, il est parti parce qu'il n'était pas forcément très bien traité par le duc. Parce qu'il n'était plus en connivence, c'est pas là. Et il va critiquer le duc. Il va faire des bouquins. Et c'est le problème, c'est que, par exemple, il va avoir un accord... le traité de Piquigny entre Louis XI et Charles le Téméraire, où il récupère les villes de la Somme, et si le roi de France attaque les villes de la Somme, la Bourgogne se soustrait de l'allégeance au royaume de France, ce qui est énorme. Sauf que le parti pro-français, enfin pro-Louis, vont dire qu'il a été fait sous la contrainte. Et justement, celui qui va écrire ça, notamment, c'est Philippe de Comines. Donc Philippe de Comines, il part pas pour rien. Parce qu'on peut pas partir comme ça. Donc il va accuser Charles le Téméraire en disant qu'il le traite mal, qu'il le frappe sans raison, qu'il l'insulte, et aussi il va le traiter d'homosexuel. Parce que vu que l'homosexualité c'est un crime à l'époque, et assez énorme, ils en profitent pour faire des sous-entendus. Et il va écrire qu'il ne peut pas, que Charles le Téméraire commet le crime qu'il ne peut même pas dire parce que sinon ça mettrait en danger son âme. Donc c'est assez puissant quand même. Et ça montre à quel point certaines insultes n'ont pas évolué. Et ensuite, on a le cas donc, de Benoît de Bourgogne, donc j'aurais pu prendre des autres personnes, mais j'aime bien ce type-là, à droite. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils leur offrent pas assez d'argent, parce qu'on pourrait dire qu'ils sont cupides, mais ils doivent, par leur statut, doivent avoir un certain train de vie qui ne peut être financé que par des dons de leurs supérieurs. Et Baudouin de Bourgogne, c'est qui? Baudouin de Bourgogne, c'est l'un des nombreux bâtards de Philippe le Bon, donc le demi-frère de Charles le Téméraire. Un des demi-frères de Charles le Téméraire. Et lui, il a un cas un peu plus rigolo, c'est-à-dire qu'il va quitter l'allégeance de son frère en le traitant d'homosexuel, en disant qu'il lui a proposé des choses déshonnêtes. Il ne marque pas homosexuel pareil parce que c'est trop. Enfin, on ne marque pas ce mot. Enfin, déjà, le mot homosexuel n'existe pas, mais on parle pas. C'est plutôt le terme de sodomite qui existe. Et il ne veut pas marquer le mot parce que ça se fait pas. Donc il se casse, il va vers le roi de France. Mais là où c'est un peu rigolo, c'est que monsieur qui trouve que son frère le traite mal et que c'est quelqu'un d'horrible,
et ben il va revenir vers l'allégeance de son frère quelques temps plus tard. Voilà pourquoi c'est un cas un peu comique et qu'on voit des fois ils sont pas très, ils suivent pas vraiment le même chemin pourtant. Du coup, qu'est-ce qui se passe en 1477? On arrive à la mort donc, de Charles le Téméraire, donc on rejoint la première sous-partie. Euh, c'est pas tout à fait la fin. C'est-à-dire que quand il meurt, il a une descendante. Alors, normalement, elle est sur le drapeau, voilà. Marie de Bourgogne, avec ce magnifique, vraiment un des plus beaux tableaux de portraits qu'on ait conservé. Marie de Bourgogne, donc à droite. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Ces territoires vont être répartis avec ses descendants et on va essayer de voir ce qui se passe. Donc, la Bourgogne, elle est, avec le comté de Nevers, il est récupéré par le roi de France. Pourquoi? Parce qu'elle avait été donnée en apanage à Philippe le Hardi. En apanage, ça veut dire qu'on lui donne pour qu'il puisse maintenir son train de vie. Et comme les Bourguignons c'est des traîtres, et surtout que c'était en apanage sur la ligne mâle, masculine, et qu'il n'y a plus qu'une fille, et ben on récupère. Il y a des petits trucs comme le comté du Charolais qui reste du côté de la famille de Bourgogne. Pourquoi? Parce qu'il l'avait acheté, donc c'était pas le roi de France n'a pas de truc, on ne peut pas mettre la main dessus. Ensuite, on a surtout le comté de Bourgogne et les États du Nord, donc Flandre, Brabant, qui vont rester dans le giron de la famille de, euh, de Bourgogne. Pourquoi? Parce que c'est principalement un Saint-Empire et que pareil, le roi de France ne peut pas mettre la main dessus. Donc on arrive à Marie de Bourgogne, donc avec toujours ce magnifique tableau. Donc Marie de Bourgogne, c'est la seule descendante de Charles le Téméraire. Philippe le Bon, il a eu des tonnes de bâtards. Charles le Téméraire a eu une fille. Ce qui permettait aussi de traiter d'homosexuel, justement, s'appuyer des fois dessus. Ah, c'est une insulte qu'on va retrouver assez fréquemment, qu'on retrouve assez fréquemment dans certains cas pour discréditer quelqu'un. On sert aussi de leur descendance pour dire oui, bah, il n'est pas très actif. Donc Marie de Bourgogne, qui a une partie des gens qui ne suivent plus, d'autres personnes qui la suivent, va épouser un Habsbourg 1477. Et donc va se rapprocher de la famille impériale, qui sont ducs d'Autriche. Et elle va donc mourir assez jeune, hein, en 1482, d'une chute de cheval, hein, c'est assez courant. Et on va déplacer le corps de Charles Téméraire et on va l'enterrer juste à côté. Donc là on voit la tombe de Charles Téméraire avec les mains de sa fille derrière, avec les blasons pour rappeler vraiment la descendance. Je crois que c'est à Gand ou à Bruges, j'ai un doute. Ils sont enterrés pour rappeler vraiment la légitimité de la famille. Et donc là, je vais aborder le dernier point, donc ce que j'ai appelé de Charles à Charles. C'est Charles Quint. Charles Quint, qui est le petit-fils de Marie de Bourgogne, donc l'arrière-petit-fils de Charles le Téméraire, fils de Philippe le Beau. Donc Charles Quint, c'est quelqu'un de... c'est l'empereur Charles V, donc déjà il a un sacré pouvoir. Et c'est quelqu'un qui, par son blason, on peut retracer absolument toute sa vie. Il y en a certains on peut pas, mais lui oui. Et c'est assez intéressant. Donc déjà on voit le collier de la toison d'or, hein, son portrait sur son blason. Il a vraiment c'est le menton des Habsbourg, ça. Un menton comme ça. Quand vous voyez quelqu'un c'est comme ça, c'est souvent un Habsbourg. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est un Espagnol? Est-ce que c'est un Bourguignon? Est-ce que c'est un Autrichien? C'est un peu tout à la fois, notre Charles le Quint. Donc, déjà, il porte le nom de son arrière-grand-père, Charles. Voilà. Ce qui est déjà un rattachement. Et ensuite, sur son blason, on voit très clairement toute sa vie. Il est roi d'Espagne d'abord, enfin, roi des deux royaumes d'Espagne, donc Aragon et Castille, donc de blason. Où il vit, roi avec sa mère qui sont nommés la Folle, donc c'est surtout lui qui gère le royaume. Ensuite, il est d'abord élevé dans les Pays-Bas avant de devenir roi d'Espagne, j'ai oublié cette étape. Donc il est d'abord élevé dans les Pays-Bas espagnols, donc les Pays-Bas actuels et la Belgique actuelle, donc le Brabant, la Flandre, ce genre de choses. Ensuite, il devient roi d'Espagne. Ensuite, il devient empereur. Et ensuite, il se fait enterrer en Espagne. Donc on a vraiment un cycle de sa vie. On va faire un peu de détails. Donc sur la partie des Habsbourg, on va parler, donc avec l'Autriche. Donc on voit qu'ils sont toutes d'Autriche. Ce qui est très intéressant, c'est que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 figures sur le blason, il y en a quand même 1, 2, 3, 4
qui viennent de la famille de Bourgogne. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il garde encore la Touraine, alors qu'il n'a plus la Touraine, et garde la Bourgogne. Et on voit aussi un petit peu ses façons de faire. C'est-à-dire que durant ses premiers temps d'empereur, il va essayer de récupérer le duché de Bourgogne. Parce qu'il y a le comté de Bourgogne, il va bien récupérer le duché de Bourgogne de ses ancêtres. Et justement, ça a presque failli réussir en 1425. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe en 1425? Il y a la bataille de Pavie. Donc 10 ans plus tard après Marignan, Marignan qu'on retient tous, Pavie c'est une déconfiture totale. Le roi de France se fait capturer. François Ier à l'époque. Et donc François Ier se fait capturer et Charles Quint, dans une grosse demande, il lui dit j'aimerais bien avoir la Bourgogne. Et on libère souvent les gens, on prend d'autres personnes en gage, on va libérer François Ier en lui disant tu nous donneras la Bourgogne. Il fait pas de problème. Une fois qu'il est libéré, il fait attends, faut que je demande l'avis aux Bourguignons, ils ont leur propre avis à donner. Et les Bourguignons vont dire non, on est très bien en France. Donc ils vont jamais récupérer la Bourgogne. Donc là c'est encore son blason. Alors ça c'est à Grenade. Dessus, voilà, son plus. Et donc la Bourgogne va jamais être récupérée par les Habsbourg. Et voilà, donc ça c'est la fin de la famille Valois en gros de Bourgogne. Ça se finit par ce charlachat et cet échec de récupérer le duché de Bourgogne. Une dernière chose avant de finir, vraiment, alors ça c'est qu'on peut retrouver notamment à Dijon. Dijon c'est pas le centre du monde des États, hein, c'est plutôt, ça va être à partir de sous son peur et Philippe Hardy, ça partage un rôle important avec la ville de Lille. À partir de Philippe le Bon, donc Philippe le Bon et Charles le Quint, c'est plutôt Lille qui est la grande ville des États de Bourgogne, donc en Flandre, avec les cours des comptes qui s'installent, les deux cours des comptes qui s'installent à Lille. Mais il y a aussi d'autres villes importantes comme Bruges, Bruxelles. Bruxelles, c'est une ville extrêmement peuplée, avec des ressources financières incroyables, notamment l'hôtel de ville, si vous avez l'occasion de le voir, il faut regarder, qui a la plus grande salle avec des poutres immenses, bref. Voilà, donc, et aussi, il ne faut pas dire que la Bourgogne est allée jusqu'en Flandre. La Flandre est restée en Flandre, la Bourgogne est restée en Bourgogne, c'est les propriétés personnelles du duc de Bourgogne qui faisait qu'il était aussi comte de Flandre. Le fait de taper duc de Bourgogne, c'est une simplification pour pas dire duc de Bourgogne, comte de Flandre, duc de Brabant, comte de Limbourg. Voilà, je vais pas tous vous les faire parce que c'est assez long à la fin. Voilà. Donc j'espère que cette petite série vidéo vous aura plu, hein, c'est un peu plus hésitant et il y a des moments où j'ai peut-être dit une de bêtises, mais je trouve que c'est beaucoup plus humain et beaucoup plus pratique à faire. Donc si ça vous plaît, je mettrai des vidéos, j'essaierai de faire d'autres recours comme ça quand j'aurai le temps. Je vous souhaite une bonne journée et du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo.